Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver sur le podcast Speed Théâtre. Aujourd'hui, nous recevons Antoine Campeau qui vient nous parler du spectacle Destin croisé qui démarre le 3 juillet au Théâtre des Corsins. Antoine, bonjour. Bonjour, c'est à 13h30. Oui, pardon, à 13h30 au Théâtre des Corsins. Ravi d'être avec vous sur ce podcast. Alors, parlez-nous un petit peu de Destin croisé. Déjà, on peut dire que c'est une pièce écrite par Soisic Moreau que vous avez mis en scène. Absolument. Et qui a deux comédiens au plateau, Arnaud Arbessier et Jean-Louis Casarino, qui jouent respectivement Napoléon et le général Moreau. Et ben voilà, les destins croisés. C'est les destins croisés de deux grands généraux, chefs d'armée, dont l'un est devenu empereur et l'autre a été exilé par son frère d'armes. Voilà, donc c'est une histoire passionnelle, politique, et en ce moment où notre pays s'interroge sur ses valeurs, et ben là on voit que deux siècles avant, le combat des valeurs de la République contre les valeurs de l'Empire et battait son plein. On va un peu resituer le contexte historique. Voilà, on va repartir sur le théâtre. Hein. On est en 1804. Voilà. Ça démarre à la prison du Temple. À la prison du Temple, qui est au centre de Paris. Et Napoléon a fait emprisonner le général Moreau, injustement, en lui faisant porter le chapeau d'un complot avec les royalistes, ce qui est totalement faux. En fait, la vraie raison de son incarcération, c'est que le général Moreau n'était pas d'accord sur la politique d'empereur de Napoléon. Voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sont deux jeunes hommes de 35 ans, mais qui ont eu leur fait d'armes en même temps, à l'aube de la Révolution. Et c'était deux chefs d'armée extrêmement populaires, hein, et à équivalence de notoriété, puisqu'ils faisaient la une des journaux. Il y avait autant de vive Napoléon Bonaparte et de vive Jean-Victor Moreau. Mais ils se sont vraiment éloignés à partir du moment où Napoléon a voulu étendre son empire, s'autoproclamer, placer toute sa famille dans des royautés un petit peu de pacotille. Et là, il y a eu vraiment une divergence. Donc la première partie, j'ai monté ça comme un combat de boxe, hein. C'est sur le ring des idées, donc ça frappe fort, c'est comme des rounds, et en même temps c'est extrêmement étayé historiquement. Et donc vous avez ce qu'on n'a pas toujours, même via les médias, vraiment les coulisses de la politique et de la vision de l'État et d'une nation. En effet, à travers ce face-à-face entre Napoléon Bonaparte et le général Moreau, amis dans le passé, ennemis dans la première partie de la pièce, on arrive quand même peut-être à réentendre quelques échos de la vie actuelle, de la politique actuelle, de ces combats de frères d'armes. Bien sûr, personne n'ignore parmi ceux qui nous écoutent et celles qui nous écoutent que l'histoire frappe aux portes de l'Europe. C'est un secret pour personne. Bien sûr. Et elle frappe vraiment dramatiquement. Et que ce sont aussi des histoires de frontières, d'usurpation, d'impérialisme. Donc là, comme je le disais, on est en 1804, on est en 2024. Vous voyez, c'est pas si loin que ça à l'aune de l'histoire, hein, de la grande histoire. 220 ans plus tard. Pile. Voilà, pile. Donc, on voit que se jouait exactement les mêmes inquiétudes, les mêmes violences, les mêmes conflits, et aussi que derrière toutes ces décisions, il y a des hommes, des êtres humains, et là le théâtre est capable d'aller fouiller dans la psychologie, dans les conflits intérieurs et dans les idées extrêmement contradictoires de ces deux personnages, donc Napoléon qui est plus le jeune Bonaparte issu de la Révolution, et le général Moreau qui est né à Morlaix et qui avait fait le serment de Pontivy. Tapez sur Google, vous allez voir que c'est un serment extrêmement important de tous les généraux bretons, dont la devise était « vivre libre,
ou mourir. Et le général Moreau, qui figure sur l'Arc de Triomphe, a été fidèle à ses valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité, comme vous savez, issues de la Révolution. Et malheureusement, ça lui a pas, entre guillemets, ça ne lui a pas porté bonheur, parce que c'est ce qu'on découvre dans votre pièce, lorsque la pièce que vous avez mise en scène, écrite par Soisic Moreau, lorsqu'il s'est retrouvé enfermé à la prison du Temple, Napoléon ne lui a pas laissé trop de choix. C'était soit il rejoignait ses idées, et ses troupes, voilà. Et il commandait ses troupes pour étendre l'Empire. Et c'est ça le suspense du premier acte, c'est est-ce que Moreau va accepter donc soit ça, soit la mort. l'exil. Au début, c'est la mort. Oui, et oui, après, oui. il lui propose. Voilà. Mais non, mais franchement, vous savez qu'il y a quand même des régimes où la corruption est importante. Hein, voilà. Donc, il lui propose quand même de passer de général à maréchal, ce qui est vraiment le sommet de la hiérarchie militaire. Eh bien, il va refuser au nom des valeurs de la liberté et de la République. Est-ce qu'à notre époque actuelle, ces choses-là peuvent être encore possibles? Mystère, on ne peut pas en parler à l'heure actuelle. Mais en effet, là, il a voulu... Est-ce qu'on peut dire, au moins dans ce premier acte, que Napoléon n'utilise pas cette amitié de longue date pour tenter de lui faire changer d'avis et de lui dire « Mais si tu fais ça, je te sauve la vie ». Tu te sauves la vie à toi-même. Mais bien entendu, c'est ça aussi le génie, comment dire, de l'autrice, de Soisic et du personnage. Moreau, c'est de rendre beaucoup d'humanité à Napoléon. Donc, on a le film de Ridley Scott, on a le magnifique Abel Gans, vraiment qui est poétique, shakespearien. Et là, c'est quand même une raison de venir voir notre spectacle, c'est que c'est très très rare que Napoléon soit représenté. J'allais dire en chair, en os et en folie, mais avec quelque chose d'extrêmement étayé du point de vue historique. Hein. Vous entendrez parler de Austerlitz, vous aurez les coulisses de Austerlitz, de Waterloo et de son sacre, puisque dans la deuxième partie, je peux en parler ? Mais allons-y, bien sûr. Voilà, qui est un petit peu le coup de théâtre de cette pièce Destin croisé, c'est qu'ils vont se retrouver, ces deux généraux, dans la Maison des Morts. Alors, c'est quoi la Maison des Morts ? Eh ben, c'est le lieu où les masques tombent. C'est le lieu du jugement dernier, comme on dit, et c'est surtout le lieu où Napoléon va avoir le choix, parmi tous ces morts, tous ces généraux, tous ces chefs d'armée, de choisir celui qui fera son rapport, comme on dit dans l'armée. Et à la grande surprise du monde céleste, il va choisir Moreau. Alors, pourquoi Moreau? Puisqu'il y a un gros dossier, puisqu'il l'a fait incarcérer injustement, puisqu'il a détruit sa famille. Il avait une femme qui s'appelait Eugénie, qui était une grande intellectuelle de l'époque, un enfant qui s'appelait Victor, et il va être exilé au Mississippi, dans l'état du Mississippi. Eh bien, il va choisir, Napoléon va choisir le général Moreau pour, entendez bien le mot, pour son honnêteté intellectuelle. C'est quand même étonnant, parce que, comme vous venez de le dire, il lui a brisé sa vie, il lui a brisé Absolument. sa carrière, oui. Et mort, quand on lui demande de choisir quelqu'un qui va le juger honnêtement et d'une manière impartiale, il va choisir celui à qui il a brisé la vie. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il choisit le général Moreau ou il choisit Moreau, son frère d'armes, parce qu'il a été honnête jusqu'au bout? Moi, je trouve que, et je parlerai brièvement de qui est Soisic Moreau. Et je pense que c'est ça le génie de l'autrice, de Soisic Moreau, qui a travaillé pendant 20 ans sur ce texte. Hein. Moi, j'ai suivi les variations, etc. Donc, c'est l'œuvre d'une vie. C'est ça son coup de génie, c'est que d'un seul coup on a
vraiment une vision extrêmement, c'était un grand communicant extrêmement grandiose de Napoléon. Oui, bien sûr. On a vraiment son autoproclamation à Notre-Dame, où il se pose lui-même sa couronne d'empereur. On a vraiment les fastes de l'Empire. On a les grandes batailles où il est à cheval de façon extrêmement majestueuse. Et là, on revient à ce qu'il a été quand il avait 20 ans. C'est-à-dire un jeune général corse qui parlait pas très bien le français et qui a quand même gagné des batailles, la bataille de Toulon, une de ses premières victoires, avec un panache et une intelligence stratégique incroyable. Et c'est à ce moment-là qu'il est à égalité de notoriété avec le général Moreau, qui est un jeune frère d'armes. Et voilà que Napoléon, dans la Maison des Morts, se souvient de l'admiration qu'il a pour quelqu'un qui est son égal en intelligence, en stratégie et en politique au sens de vision de la nation. Donc on peut dire, dans cette seconde partie en tout cas, contrairement à la première où là il y a vraiment un rapport dominant-dominant entre l'empereur et le général incarcéré, oui. Dans la deuxième partie, on peut dire qu'un Napoléon vaut un Moreau. Ils sont tous les deux sur le même pied d'égalité à ce moment-là. Absolument. Il n'y a plus d'empereur, il n'y a plus de général, il n'y a plus d'incarcéré. Absolument, et c'est ça que voulait Soisy, et je vais proposer ma mise en scène, et on était absolument d'accord. Napoléon, tout le monde a une vision, une image, un avis sur Napoléon. Mais uniquement à travers ce qui est passé au cinéma, à la télévision. Voilà, la télévision. Voilà, peu au théâtre. Mais très très peu au théâtre, même très rarement au théâtre, parce qu'il fallait trouver un angle d'attaque. Et là, l'angle d'attaque est la réhabilitation d'un général qui s'appelle Jean-Victor Moreau, qui, contrairement à beaucoup de généraux de l'Empire, n'a pas son boulevard, le boulevard des Maréchaux. Et donc on a la station Le Courbe, Duroc, que sais-je, qui étaient des subalternes de Moreau. Et Moreau n'est pas n'importe qui, quand même, il figure, malgré son opposition à Napoléon, il figure sur le pilier Est, vous irez voir, de l'Arc de Triomphe, où son nom brille comme éminent défenseur de la nation. Et c'est quand même étonnant, justement, puisque vous le disiez vous-même, des petits généraux, des petits, c'est pas le bon terme, mais des petits sous-fifres, entre guillemets, de Napoléon, ils ont eu chacun soit des noms de rues, soit même des noms de stations de métro. Moreau, qui a été quand même un grand stratège et un grand militaire, absolument, avec d'une droiture absolument implacable, c'est justement ce qui a un peu causé sa perte avec Napoléon, a eu comme seule reconnaissance, c'est pas la moindre, mais c'est quand même une magnifique reconnaissance, d'être sur le pilier de l'Arc de Triomphe, mais n'a pas eu d'autre reconnaissance que celle-ci. C'est un peu un personnage, on a la sensation d'être oublié de l'histoire. Alors, sauf dans l'Arc de Triomphe, bien sûr. Absolument. Donc, nous, on essaye de faire découvrir. Donc, c'est aussi une raison du spectacle, de faire découvrir un homme d'une grande puissance. Donc, il est interprété par Jean-Louis Cassarino, qui est un excellent acteur, qui a joué des grands rôles comme Don Juan, Tartuffe. Et j'en profite pour dire que Napoléon est aussi magnifiquement interprété par Arnaud Arbessier, qui est un enfant de la balle. Moi, j'ai vu son papa jouer à la Comédie Française. Voilà. Et vraiment, c'est une performance d'acteur extraordinaire. Donc Napoléon, j'allais dire, on ne le présente pas, alors que le général Moreau, on va le présenter. Par exemple, qui sait que, à titre posthume, il a été élevé au rang de maréchal à titre posthume. Donc c'est très très rare dans l'histoire de l'armée. Donc voilà, donc c'est quelqu'un qui est connu des historiens, mais qui n'est pas connu du grand public et qui est un être extraordinaire. Voilà. C'est un être qui aurait dû être réhabilité depuis quand même fort longtemps. Il a sa place, comme on a dit, sur l'Arc de Triomphe, mais historiquement parlant, c'est vrai que moi, je suis d'une génération où on apprenait beaucoup l'histoire de France et même l'époque napoléonienne dans les écoles, collèges et lycées. Silence radio, si je puis dire. Silence radio concernant tout à fait oui. le général Moreau, ce qui est quand même aberrant, parce qu'il a quand même des faits d'armes assez importants, autant que Napoléon. Il a battu les Autrichiens à Hohenlinden. C'est un stratège. Le pitch du spectacle, c'est qui connaît le véritable Napoléon, c'est-à-dire la chair, le sang, la folie,
que son meilleur chef d'armée. Ils ont le même âge. La pièce, ce sont des jeunes généraux de 30 balais, on dirait aujourd'hui. Tous les deux vont mourir à 50 balais. Hein. Donc c'est des destins. Ce qui était vu à l'époque, mais jeunes en réalité. Oui, je pense que quand même c'est jeune pour avoir des destins aussi étoffés. Ah oui, évidemment, à 30 ans, être maréchal ou empereur, c'est pas des choses qui arrivent très fréquemment. Et peut puis, plus maintenant. C'était pas la guerre numérique, hein, c'était la guerre avec des hussards, des chevaux, Tout le monde ne revenait pas, peu revenaient, on peut même dire. Et on a des quotas, 60 000 partaient, il y en avait 30 000 qui... La moitié, ce qui est quand même grave. La moitié, oui. Voilà. Donc... tout ça est remué, si je puis dire, dans la pièce, avec beaucoup d'humanité, beaucoup de, une notion de la passion de la politique, avec comme la passion ce qu'elle peut avoir de destructrice, et puis ce qu'elle peut avoir aussi de force d'amour de la nation, bien entendu. Bien entendu. Voilà. Un mot. Mais je vous en prie, bien sûr, mais permettez-vous. C'est comme Soisig Moreau n'est pas connu du grand public, mais qui est connu vraiment du monde de la culture. Donc Soisig Moreau a été maire adjointe à Paris et conseillère de Paris. Donc elle a eu les honneurs, et ça m'amuse toujours, puisque je monte une pièce sur Napoléon, elle a été décorée de la Légion d'honneur. Et vous savez par qui a été créée la Légion d'honneur? Je pense que ça doit être, vu que vous m'en parlez, par Napoléon Bonaparte. Vous avez gagné un iPhone. Oh. Voilà, c'est private joke. Oui, mais c'est assez étonnant. C'est étonnant. Et on précise qu'elle n'a aucun lien parental avec le général Moreau. Très bonne question. C'est le cas, je crois. Enfin, je dis une bêtise peut-être. Mais pas du tout. Elle a, c'est une homonymie, comme on dit, mais elle a un lien quand même extrêmement important. C'est que, comme son prénom l'indique, Soisig, ça veut dire la petite Françoise. En Bretagne. En Bretagne, voilà. Donc c'est une Bretonne de Crozon, comme le général Moreau est un Breton de Morlaix. Donc ils étaient un petit peu voisins à quelques siècles d'intervalle. Absolument, sur la même terre, qui a été une terre révolutionnaire aussi, et une terre de lutte. Voilà. Restons un petit peu sur Soisig Moreau, justement. Est-ce qu'elle a écrit d'autres œuvres que cette pièce, des livres, peut-être pas forcément des pièces de théâtre, mais peut-être éventuellement des livres, autour peut-être d'autres termes que... je vais vous étonner. C'est une historienne vraiment... passionnée, hein, vraiment passionnée, mais elle a écrit une pièce qui a été jouée au Bouffe du Nord sur la Shoah. Vous voyez, donc c'est vraiment, comment dire, son engagement militant en faveur des valeurs de liberté, de respect de l'autre, et aussi de devoir de mémoire, voilà, parce qu'il y a aussi un devoir de mémoire. Pourquoi ce Jean-Victor Moreau a été disparu des livres, rayé des manuels d'histoire. Par contre, si vous faites Jean-Victor Moreau sur Wikipédia, vous avez 4 pages. Hein. Oui, c'est vraiment dans les livres qu'il a disparu, qu'il a disparu de la circulation. Dans les livres officiels, on va dire, dans l'histoire officielle. Oui, sauf si les gens font comme vous, c'est-à-dire quand vous avez voulu vraiment vous imprégner de l'époque, de l'histoire entre Napoléon et Moreau, là vous avez retrouvé son nom. Sinon, si on va dans les manuels de vulgarisation, on ne trouvera pas. Le dictionnaire Napoléon qui fait 1000 pages, Jean-Victor Moreau a 4 pages. Voilà. Donc oui, c'est vraiment plus dans les manuels scolaires ou les choses comme ça qu'on a un petit peu oublié. On fait un travail aussi d'aller vers un plus large public et de faire connaître et révéler des choses au public de théâtre. Voilà. Et en dehors de cet aspect politique, puisqu'on avait un petit peu été de ce côté-là, il y a aussi, comme vous l'avez dit d'ailleurs, un aspect très humain. Il y a beaucoup d'humanité dans ce face-à-face entre les deux hommes, que ce soit dans le premier comme dans le second acte. Oui. Car est-ce qu'on a le droit de dévoiler ce qui se passe à la fin du premier acte, puisqu'on a annoncé le deuxième ou pas? Je ne sais plus si on l'a dit. C'est pas grave, on peut l'annoncer parce que c'est quand même la performance d'acteur, c'est une très belle langue, donc on gâche rien, c'est pas non plus un film policier. Oui, hein. On n'annonce pas le coupable. Voilà. C'est plutôt un huis clos au sens de Sartre, c'est un huis clos extrêmement prenant, psychique, avec une violence verbale. Ça m'a fait un petit peu penser, moi, oui. En termes de huis clos, ça m'a fait penser un peu, je pense que vous connaissez le film, Le Limier, avec le grand Sir Laurence Olivier et Michael Caine,
qui pour moi est un... Alors, une cher belle ami, référence. alors là, vous me tendez la perche parce que vous ne pouvez pas savoir à quel point ce que vous dites est juste. C'est que Soisic Moreau, dans sa jeunesse, a fait le conservatoire et elle s'est installée à Londres pour étudier la langue de Shakespeare. Et elle a été l'amie d'un très grand comédien dont vous venez de prononcer le nom. Sir Laurence Olivier. Sir Laurence Olivier, Hamlet, la Royal Shakespeare Company. Voilà. Alors, pour donner un peu une référence à ceux qui vont écouter le podcast, Sir Laurence Olivier en Grande-Bretagne, on va dire que on peut donner comme référence française, en restant dans les grands noms et les grands hommes du théâtre français. Je pense moi tout de suite à Laurent Terzieff. C'est un Laurent Terzieff, un Gérard Philippe, Voilà, c'est de cet exactement. ordre-là, puisqu'on Voilà. est à Avignon, c'est de l'ordre de ces comédiens qui restent dans la mémoire collective, bien au-delà de leur De la présence, mort. de leur présence sur scène. Voilà, parce Voilà. que si vous avez la possibilité, regardez sur Internet des petits extraits de pièces ou même de films qu'ont fait Laurent Terzieff ou Laurence Olivier. Il y a, et ça rejoint un petit peu d'ailleurs ce qui se passe dans Destin croisé, il y a un côté intense et organique dans le jeu de ces comédiens. Et c'est exactement ce qui se passe avec vos deux comédiens dans Destin croisé, parce que là où c'est quand même très fort, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'humanité dans ce spectacle, enfin dans l'écriture de Soisic, c'est que Napoléon, au début, lorsqu'il va voir Moreau en prison, c'est soit tu rejoins mes rangs, tu suis mon dictat, on peut utiliser le terme de dictat, Absolument. soit tu meurs. Ouais. Moreau dit jamais de la vie, je ne suivrai ce pourquoi je ne suis pas d'accord. Et Napoléon va avoir une nouvelle solution, va lui faire une autre proposition qu'il ne pourra pas refuser. Est-ce que c'est par humanité? Est-ce que c'est par, j'allais dire par vice? Question. Il va lui dire, tu n'as pas le choix, tu vas devoir... Ah, je le dis ou vous le dites? Non, vous le dites. Je ne te laisse pas le choix, tu vas t'exiler. Tu vas aller t'exiler aux États-Unis. Comme ça, tu pars ce soir pour les États-Unis, tu passes par l'Espagne, tu vas aux États-Unis, mais je ne te ferai pas assassiner. Ouais. Vu que tu ne veux pas me suivre, je ne te ferai pas assassiner. Pourquoi? Mais parce que tout simplement, c'était un grand représentant de la République, ce général Moreau. Donc s'il le faisait assassiner, c'était une nouvelle révolution chez Napoléon. Voilà, et puis, comment dire, Jean-Victor Moreau, à cette époque, est extrêmement populaire. Extrêmement populaire. Les gens le plébiscitent. C'était un Danton de l'époque. Oui, et surtout... À sa manière. Oui, à sa manière, voilà. Mais surtout, Napoléon l'exile en le faisant passer par l'Espagne, parce qu'on aurait pu partir de Roubaix ou Tourcoing, voilà, de Marseille, Marseille, voilà, voilà. peu importe, mais par l'Espagne, pour qu'il n'y ait pas le peuple français qui soit là et pour empêcher son exil. Pour empêcher l'exil et peut-être avoir une révolte. Voilà. Et donc, effectivement, la résolution du premier acte, c'est l'incorruptibilité de Moreau qui force l'admiration, puisqu'il y a beaucoup de corruption vraiment. Bien sûr, mais malheureusement, ça va le faire courir à sa perte, parce que en ne voulant pas suivre Napoléon dans son délire. J'allais dire délire, mais je voulais pas le dire, mais dans son délire, et étant imposé par Napoléon de s'exiler, il va détruire involontaire, sans le vouloir, sa propre vie. Absolument. Et donc, où il va être, exilé, dans l'État du Mississippi. Donc, on est bien loin de la France et bien loin de Paris. De la prison du Temple. Et de la prison du Temple. Et donc, c'est en faisant des recherches, parce que je ne suis pas historien, je suis homme de théâtre, donc c'est vraiment l'humanité de ces personnages, leur psychologie, leur puissance qui m'intéresse. Mais bon, j'ai beaucoup travaillé. Je me suis aperçu qu'il y a une ville dans le Mississippi, donc c'est proche de la Louisiane, qui s'appelle Moreau. Et donc, en hommage au général. Alors j'ai fait des recherches, absolument, c'est en hommage au général Jean-Victor Moreau, notre général français, qui a sa ville aux États-Unis, qui porte son nom. Est-ce que c'était parce que pour ses faits d'armes en France et justement le fait de n'avoir pas voulu se plier au dictat napoléonien qu'on lui a donné son nom,
ou est-ce aussi pour des faits, pas des faits, je ne vais pas dire militaires, mais des faits de vie ou autres lorsqu'il a été exilé C'est-à-dire Louisiane. aux États-Unis, il a quand même gardé un cercle d'admirateurs extrêmement important. Français en plus. Français. La Louisiane était française donc, et que effectivement il y avait un immense respect de cette figure qui était une figure intellectuelle et une figure militaire de premier plan, quoi. Voilà. C'est ça qui est assez étonnant lorsque vous racontez cette histoire, c'est que Napoléon, donc, qui était l'empereur à l'époque, a été le maître du monde. De la France. Oui, j'allais même dire le maître du monde, oui, avec ses ambitions. Ah bah oui. A fini exilé. Moreau, qui lui a été exilé par Napoléon à une ville qui porte son nom, Napoléon, n'a rien eu. Absolument. Même pas absolument. En Corse dont il était originaire. Donc en fait, il a plus eu, je vais pas dire de notoriété, mais une reconnaissance. Moreau a plus eu de reconnaissance que Napoléon lui-même. Et c'est pour ça que le deuxième acte est quand même assez fort en soi, c'est qu'il a brisé la vie d'un homme. Absolument. Et que, étant mort et vu qu'il va être jugé par ses faits, il pourrait choisir n'importe qui. Et il va choisir cet homme dont il a brisé la vie. Pourquoi ? Parce que, c'est ce qu'on disait, soit parce que c'est le seul homme qui n'a jamais trahi ses propres convictions. Donc, respect. Voilà. Ou est-ce parce que c'était son compagnon d'armes avec qui ils ont fait, c'est pas un bon terme, mais bon, on peut le dire, les 400 coups dans leur jeunesse ensemble. Oui, et donc, puis ils ont gravi les échelons des honneurs militaires ensemble. En même temps. Donc ça, c'est comme dans nos vies, les gens qui étaient avec nous entre 20 et 30 ans, il y a quelque chose qui est de nos premiers élans, on va dire, et de premiers rêves. Ça, on pourrait supposer dans ces cas-là que d'un acte à l'autre, on ne voit pas les mêmes personnes. Car au premier acte, c'est l'empereur Napoléon Bonaparte et le général Moreau emprisonné, et dans le second acte, c'est Napoléon Bonaparte mort, qui est mort exilé, éloigné de tous, et Louis-Gustave Moreau, c'est ça, c'est Jean-Victor, pardon, là, c'est pas grave, non, c'est pas grave. Jean-Victor Moreau, oui. Général, je sais plus où j'en suis, pardon. Général exilé par Napoléon, mais qui a été reconnu jusqu'en Louisiane. Ce ne sont même plus les faits d'armes et les faits militaires qui sont l'un face à l'autre dans ce deuxième acte. Il n'y a plus que le facteur humain. C'est l'humanité de ces deux êtres. Voilà. Et c'est vrai que ce qui est vraiment bouleversant, mais on le doit à l'interprétation de Jean-Louis Cassarino et de Arnaud Arbessier, c'est qu'effectivement, c'est de la fiction historique. On est bien entendu. Mais l'emprisonnement de Moreau et le fait que Napoléon ait le voir, ça c'est tout ce qu'il y a de plus, c'est étayé, réel, bien sûr. C'est étayé historiquement, mais disons dans on dit character en anglais, c'est dans le personnage, les personnages, mais avec le caractère. Et on trouve un Napoléon qui peut-être dans la maison des morts a un peu de remords. C'est-à-dire où il se rend compte que quand même il n'a pas tout absolument réussi, lui qui voulait être un maître absolu et laisser graver dans l'histoire une image extraordinaire, mythique, etc. Et c'est ça aussi le talent de l'interprétation et de l'écriture, c'est qu'on voit les zones de fragilité, les conflits, les névroses dans cette deuxième partie. Même des plus grands. Absolument, des plus grands. Voilà. On est vraiment dans les coulisses de l'histoire et de la politique. Alors, va-t-il y avoir pardon de Moreau vers Napoléon, ou demande de pardon de Napoléon à Moreau? Alors ça, on ne va pas le dévoiler. On ne va pas le dévoiler. Parce qu'il faut... Ce qu'on peut dévoiler, c'est qu'il y a un grand miroir qui s'appelle le miroir de l'histoire, et que, effectivement, Napoléon voit son vrai visage à travers la vérité de Moreau. Voilà, donc je me répète. C'est la réalité de la vie. Voilà, mais qui connaît le vrai Napoléon, sinon son meilleur chef d'armée, Jean-Victor Moreau. Malgré les grands conflits et les oppositions. Et l'opposition politique qu'ils ont eu l'un envers l'autre. Absolument.
Je voulais dire ça, puisqu'on est à un moment aussi d'affrontement crucial dans notre époque, bien sûr. Dans notre époque et dans notre pays. Là, quand même, ce qui frappe, c'est quand même la hauteur de la langue et la hauteur du respect, quand même. Hein. Ah oui, le mot est plus important que l'action. Et que les insultes. Il n'y a pas un mot plus haut que l'autre, là, dans ces échanges. Il y a un rapport dominant-dominé au premier acte. Absolument. Mais après... Oui. Voilà, et même au premier acte, si c'est les coups sont durs, mais c'est pas une violence d'insulte, d'injure, c'est une violence de pouvoir et d'idées et de pouvoir. Voilà, et ça c'est très très beau et ça fait réfléchir sur le monde actuel. Voilà. Ça a même un fort écho avec tout ce Absolument. que nous vivons. Oui. Malheureusement à notre époque. Oui. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Antoine Campeau. Donc je répète, merci à vous. Destin croisé à partir du 3 juillet au Théâtre des Corsins à 13h30, une pièce de Soisic Moreau interprétée par Arnaud Arbessier qui interprète Napoléon Bonaparte et Jean-Louis Cassarino qui joue le général Moreau. La première a lieu demain, donc je vous dis le fameux mot de 5 lettres pour ces premières représentations. Je prends. Et j'espère que le public avignonnais viendra nombreux pour découvrir cette histoire méconnue de l'histoire avec un grand H et de découvrir aussi également ce face-à-face politique, mais surtout humain. Voilà, le public viendra en bataillon. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ces plus beaux mots, on ne peut pas s'arrêter autrement. Merci encore à vous, Antoine, et nous... Merci à Speed Théâtre. Merci beaucoup de ces mots, parce que c'est vraiment très touchant de découvrir cette partie de l'histoire que l'on connaît à peine. On se retrouve très bientôt dans un nouveau podcast Speed Théâtre. Et en attendant, on vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.